Avant de signer, monsieur le juge, j'aimerais soumettre une dernière pièce à conviction. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience. Ma femme, Éléonore, souriait déjà. Ce petit sourire victorieux qu'elle arborait depuis 8 mois, depuis le jour où elle a demandé le divorce. Son avocat, un requin du barreau nommé maître Dominique Pradier qui facture 400 € de l'heure, avait la main tendue, attendant que je signe le document final qui mettrait fin à nos 15 années de mariage. Le document qui lui donnerait la maison, les voitures, nos économies, la garde exclusive de nos 3 enfants et 3800 € par mois de pension alimentaire pour les 18 prochaines années. Faites le calcul. Cela représente plus de 800 000 €. J'étais censé signer. J'étais censé accepter la défaite. J'étais censé sortir de ce tribunal de grande instance comme un homme brisé qui avait tout perdu. C'est ce qu'ils attendaient tous. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Une pièce à conviction? Le juge Roland Castel s'est penché en avant, ses sourcils gris se arquant. Monsieur Charpentier, vous avez eu des mois pour soumettre des preuves. Cette audience est uniquement destinée aux signatures finales. Je comprends, monsieur le juge, mais cette preuve n'est entrée en ma possession qu'il y a 72 heures, et je crois que le tribunal doit la voir avant que le moindre document ne soit signé. Le sourire d'Éléonore a vacillé très légèrement. Une fissure dans le masque. C'est ridicule, a déclaré maître Pradier d'une voix mielleuse. Monsieur le juge, ma cliente a été plus que patiente. Monsieur Charpentier a accepté ces termes. Il ne peut pas simplement. Je le peux si les termes sont basés sur une fraude. Ce mot a atterri comme une bombe. Fraude. Le visage d'Éléonore est passé de la confiance à la confusion, puis à quelque chose approchant la peur en l'espace de 3 secondes. De quoi parles-tu? A-t-elle exigé. Quelle fraude? Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans ma veste et j'en ai sorti une enveloppe Kraft. Brune, banale, le genre qu'on peut acheter dans n'importe quelle papeterie. À l'intérieur se trouvait la vérité. Je me suis dirigé vers le bureau du juge, mais pas résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Mon propre avocat, un avocat commis d'office fatigué nommé maître Hector Moreau, qui m'avait conseillé de simplement signer et de passer à autre chose, me fixait la bouche ouverte. Je ne lui avais rien dit à ce sujet, je ne l'avais dit à personne. Certains secrets doivent être gardés jusqu'au moment exact où ils doivent éclater. Monsieur le juge, cette enveloppe contient les résultats des tests ADN pour mes 3 enfants. Marius, 12 ans, Juliette, 9 ans, et Hugo, 6 ans. Des tests ADN. Le juge Castel a pris l'enveloppe avec précaution. Dans quel but? Pour établir la paternité, monsieur le juge? Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le souffle d'Éléonore se bloquer dans sa gorge. La paternité? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Quoi? Qu'est-ce que tu? J'établis par la présente que je ne suis le père biologique d'aucun des 3 enfants pour lesquels vous voulez que je paie une pension alimentaire. Le juge a ouvert l'enveloppe, a lu la première page, la deuxième, la troisième. Son visage a changé, s'est durci. Il a regardé Éléonore avec une expression que je ne peux décrire que comme du dégoût contrôlé. Puis il a prononcé 3 mots qui l'ont détruite. Est-ce vrai? 36 heures plus tôt, j'étais assis dans un resto-route sur l'autoroute A10, fixant les mêmes documents que le juge lisait maintenant. Le café devant moi était devenu froid. L'omelette que j'avais commandée restait intacte. Plus rien ne semblait réel. 3 enfants, 15 ans de mariage, toute ma vie d'adulte. Un mensonge. Le détective privé assis en face de moi s'appelait Claude Barrault. Oui, ça sonnait presque comme un nom de film noir, il avait entendu toutes les blagues. Il avait 63 ans, un visage tanné comme du vieux cuir et des yeux qui en avaient trop vu. Je suis désolé, a-t-il dit. Je sais que ce n'est pas ce que vous espériez trouver. Je n'espérais rien trouver. J'espérais que vous me diriez que j'étais paranoïaque, que les rumeurs étaient fausses, que ma femme n'était pas. Je ne pouvais pas finir la phrase. Les tests ADN sont formels, monsieur Charpentier. Marius, Juliette et Hugo. Aucun d'eux ne partage vos marqueurs génétiques. 0% de probabilité de paternité pour les 3. J'ai regardé à nouveau les documents, des graphiques et une terminologie scientifique qui se résumait à une simple vérité. Les enfants que j'avais élevés, aimés, pour lesquels je m'étais sacrifié, n'étaient pas les miens. Savez-vous qui sont les pères? Les pères, au pluriel.
Claude a sorti un autre dossier. D'après mon enquête et le recoupement des marqueurs génétiques, Marius semble être l'enfant biologique de Victor Embrun, un coach sportif que votre femme fréquentait en 2012. Victor Embrun? Je me souvenais de lui. Éléonore avait insisté pour se remettre en forme après notre mariage. Des séances de coaching personnel 3 fois par semaine. J'avais payé pour chacune d'elles. Le père biologique de Juliette est probablement Raymond Coste. C'était le patron de votre femme à l'agence de marketing où elle travaillait de 2014 à 2016. Raymond Coste, l'homme qui lui avait donné une promotion, qui l'emmenait en voyage d'affaires, que j'avais invité chez nous pour le réveillon de Noël. Et Hugo. Claude a hésité. Celui-ci va être difficile à entendre. Plus difficile que de découvrir que mes 3 enfants ne sont pas les miens. Le père biologique d'Hugo semble être votre frère, Denis Charpentier. Le monde s'est arrêté. Denis, mon petit frère, mon témoin de mariage. L'oncle qui venait à chaque anniversaire, chaque Noël, chaque réunion de famille. L'homme en qui j'avais confiance plus que quiconque, sauf Éléonore elle-même. Vous êtes certain? Les marqueurs génétiques ne mentent pas, monsieur Charpentier. Je suis désolé. Je suis resté assis là pendant un long moment. Le bruit du restaurant s'est estompé. Le café est devenu encore plus froid. L'omelette s'est figée dans l'assiette. 15 ans, 3 enfants. Des centaines de milliers d'euros dépensés pour une famille qui n'a jamais été la mienne. Et Éléonore avait l'audace d'exiger une pension alimentaire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ai-je demandé. Claude s'est adossé à sa chaise. C'est à vous de voir. Vous pourriez signer ces papiers de divorce et payer une pension alimentaire pendant 18 ans pour des enfants qui ne sont pas les vôtres. Ou vous pourriez entrer dans ce tribunal avec ces documents et regarder toute la machination de votre femme s'effondrer. Elle dira que j'abandonne les enfants. Vous direz qu'elle a commis une reconnaissance frauduleuse de paternité. C'est un motif d'annulation des obligations alimentaires et cela peut entraîner des poursuites pénales. Des poursuites pénales contre la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la mère des enfants qui m'appelait papa. J'ai besoin d'y réfléchir. Vous avez 36 heures avant cette audience finale. Réfléchissez vite. Laissez-moi vous dire comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle François Charpentier. J'ai 47 ans. Je travaille comme superviseur logistique dans un centre de distribution près d'Orléans. Je gagne environ 3 500 € net par mois, ce qui n'est pas la richesse, mais pas la pauvreté non plus. Assez pour soutenir une famille, assez pour subvenir aux besoins. Du moins, c'est ce que je pensais faire. J'ai rencontré Éléonore Vasseur en 2008 lors d'un barbecue chez des amis. Elle avait 28 ans, elle était belle avec ce genre de sourire qui vous donne l'impression d'être la seule personne dans la pièce. J'avais 32 ans, récemment promu, sentant enfin que ma vie était sur les rails. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, nous nous sommes fiancés, nous nous sommes mariés en 2009. Marius est né en 2012. Je me souviens l'avoir tenu dans la salle d'accouchement, les larmes coulant sur mon visage, pensant que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Mon fils, mon premier-né, le début de mon héritage. Sauf qu'il n'était pas mon fils. C'était le fils de Victor Embrun. Conçu pendant ces séances de sport que je payais. Juliette est arrivée en 2015, ma petite fille. Elle avait les cheveux foncés d'Éléonore et ce que je pensais être mes yeux verts. Il s'avère que les yeux verts venaient de Raymond Coste, le patron qui couchait avec ma femme pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer son congé maternité. Et Hugo, né en 2018, le bébé de la famille. Celui que je pensais sceller notre lien pour toujours. Le fils de Denis, le fils de mon frère, conçu Dieu sait quand, dans Dieu sait quel lit, alors que je leur faisais totalement confiance à tous les deux. J'ai élevé ces enfants, changé leurs couches, marché de long en large à 3 heures du matin quand ils étaient malades, aidé aux devoirs, entraîné l'équipe de foot locale, payé l'orthodontiste et les colonies de vacances, et tout le reste. Je les aimais. Je les aime toujours. C'est ce qui rend tout cela si compliqué. Ils pensent que je suis leur père. Ils m'appellent papa. Quand Hugo s'est égratigné le genou l'été dernier, il a couru vers moi. Quand Juliette a eu son premier chagrin d'amour au collège, elle a pleuré sur mon épaule. Quand Marius a eu besoin de conseils sur une fille qu'il aimait bien, il m'a demandé à moi. Rien de tout cela n'était faux. Rien de tout cela n'était un mensonge. Mon amour pour eux était réel. Mais l'amour d'Éléonore pour moi, ça,
c'était le mensonge, un mensonge depuis le début. Le divorce est arrivé de nulle part. Ou peut-être pas. Peut-être que je ne faisais simplement pas attention. Rétrospectivement, il y avait des signes. Les soirées tardives au travail qui ne correspondaient pas à son emploi du temps, les nouveaux vêtements que je n'avais pas payés. La façon dont elle semblait plus intéressée par son téléphone que par moi. Je pensais que nous traversions juste une mauvaise passe. 15 ans de mariage, 3 enfants, la vie devient compliquée. J'ai suggéré une thérapie de couple. Elle a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Puis en janvier de cette année, elle m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle voulait partir. Je ne suis pas heureuse, François. Je ne suis pas heureuse depuis des années. On peut y travailler. On peut. Je ne veux pas y travailler. Je veux divorcer. Elle avait déjà un avocat. Maître Pradier, recommandé par sa sœur. Tout était prêt. Le partage des biens, la garde des enfants, le calcul de la pension alimentaire. Elle planifiait cela depuis des mois, peut-être des années, et elle voulait tout. La maison que nous avions achetée ensemble en 2011, l'épargne retraite que je constituais depuis ma vingtaine, les voitures, les livrets d'épargne, les investissements, et la garde exclusive des 3 enfants avec moi payant pour eux jusqu'à ce que le plus jeune ait 18 ans. Mon avocat, Hector, m'a dit de me battre. Elle demande trop. Nous pouvons négocier cela à la baisse. Garde alternée, pension réduite, quelque chose de raisonnable. Mais je ne me suis pas battu. J'ai accepté tout. Les gens pensaient que j'abandonnais. Pensaient que j'avais trop le cœur brisé pour me battre. Pensaient que j'étais noble, ou stupide, ou les deux. La vérité était différente. J'ai accepté tout parce que je savais que quelque chose clochait. Je le savais depuis des années à un certain niveau. Je ne voulais pas reconnaître que Marius ne me ressemblait pas du tout. Que Juliette avait des problèmes médicaux qui n'existaient pas dans ma famille. Que Hugo avait certains traits qui semblaient familiers mais pas de la bonne manière. J'ai commencé à faire attention, à remarquer des choses, à me souvenir de moments qui n'avaient pas de sens à l'époque. Et puis j'ai engagé Claude Barrault. Je n'ai rien dit à Éléonore, rien dit à personne, j'ai juste commencé calmement, méthodiquement, à enquêter sur la femme que j'avais épousée. Cela a pris 8 mois. 8 mois à rassembler des preuves tout en prétendant être le mari vaincu qui ne riposterait pas 8 mois à la laisser penser qu'elle avait gagné. Et maintenant, debout dans cette salle d'audience, j'étais sur le point de lui montrer exactement à quel point elle avait tort. Le juge Castel a lu les rapports ADN 2 fois. Son visage est resté neutre, professionnellement composé, mais je pouvais voir quelque chose changer derrière ses yeux. Le même dégoût que j'avais ressenti dans ce restaurant, multiplié par le sens de la justice qu'il avait mené à cette profession. Madame Charpentier, sa voix était glaciale. Avez-vous une réponse à ces documents? Éléonore était debout maintenant, agrippant le bord de la table de la défense. Son calme soigneusement entretenu avait volé en éclats. Elle me regardait le juge, son avocat, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher. Ces tests sont faux. Elle a dit, il ment. Il essaie d'éviter ses responsabilités. Ces tests ont été menés par le laboratoire Génétique France, un laboratoire certifié et accrédité par les tribunaux. Le juge Castel a levé les documents. Il montre une probabilité de 0% que M. Charpentier soit le père biologique de l'un des 3 enfants mineurs. C'est impossible. C'est leur père. Il a été leur père pour Madame Charpentier. Je vais vous demander une fois de plus. Y a-t-il une possibilité que ces résultats soient exacts? La salle d'audience attendait. J'ai regardé ma femme, la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la femme à qui j'avais confié tout ce que j'avais, la femme qui m'avait menti chaque jour de notre mariage. Quelque chose s'est brisé dans son expression. La combativité a quitté ses yeux. Je veux parler à mon avocat. Votre avocat se tient juste à côté de vous. Maître Pradier ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il se tenait dans des sables mouvants. Le requin confiant s'était transformé en biche prise dans les phares d'une voiture. Monsieur le juge, j'ai besoin de temps pour examiner ces documents avec ma cliente. C'est hautement irrégulier. Ce qui est irrégulier, maître, c'est que votre cliente demande une pension alimentaire pour 3 enfants qui ne sont apparemment pas ceux du défendeur. Le juge Castel a posé les papiers avec un mouvement délibéré. Madame Charpentier, je vais vous demander directement.
Ces enfants sont-ils biologiquement liés à Monsieur Charpentier? Silence. Madame Charpentier. Non. Le mot est sorti comme un murmure. Non, ils ne le sont pas. La salle d'audience a éclaté. Pas bruyamment. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais Hector a halté. Maître Pradier a juré dans sa barbe, et quelqu'un dans le public a émis un son de choc. Je suis juste resté là à regarder Éléonore dire enfin la vérité. Ce ne sont pas les siens, a-t-elle continué, les larmes commençant à couler. Mais il les a élevés. Il est leur père de toutes les manières qui comptent. Il l'aime. Il ne peut pas simplement les abandonner à cause d'eux. À cause de quoi, Madame Charpentier? Parce que vous avez commis une fraude sur la paternité? Parce que vous avez permis à un autre homme, ou apparemment à plusieurs hommes, d'engendrer des enfants et avez ensuite trompé votre mari en lui faisant croire qu'ils étaient les siens. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment vouliez-vous exactement que ça se passe? Elle n'avait pas de réponse. Le juge Castel s'est tourné vers moi. Son expression avait changé. Toujours professionnelle, mais avec quelque chose en dessous. Du respect peut-être, ou de la sympathie. Monsieur Charpentier, que demandez-vous à ce tribunal? J'avais pensé à ce moment pendant des mois, répéter ce que je dirais, planifier exactement comment je détruirais Éléonore comme elle avait détruit ma confiance. Mais debout là, regardant son expression brisée, pensant à Marius, Juliette et Hugo, j'ai trouvé que les mots que j'avais préparés ne voulaient pas sortir. Monsieur le juge, j'ai aimé ces enfants. Je les aime encore. Ce que ma femme m'a fait est impardonnable, mais ils sont innocents. Ils n'ont rien choisi de tout cela. Je comprends. Mais légalement. Légalement, je demande que l'obligation de pension alimentaire soit annulée. Je ne suis pas leur père biologique. Je ne devrais pas être tenu financièrement responsable d'enfants conçus par l'infidélité de ma femme. Éléonore a émis un son, un sanglot ou un halètement ou quelque chose entre les deux. Cependant, ai-je continué, je voudrais demander un droit de visite. Ces enfants me connaissent comme leur père. M'arracher complètement de leur vie ne ferait que les blesser plus qu'ils ne l'ont déjà été. Le juge Castel m'a étudié pendant un long moment. C'est une réponse remarquablement mesurée, Monsieur Charpentier, étant donné les circonstances. Je ne suis pas intéressé par la vengeance, Monsieur le juge. Je veux juste arrêter qu'on me mente et je veux que ces enfants sachent que quelqu'un dans leur vie les aime vraiment pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent rapporter. Le juge a hoché la tête lentement. Très bien. Compte tenu des preuves de fraude à la paternité, j'annule l'accord de divorce proposé dans son intégralité. L'affaire sera reprogrammée pour une audience complète où la division des biens et les arrangements de garde pourront être déterminés correctement. Il a regardé Éléonore. Madame Charpentier, je vous conseille vivement de prendre un avocat expérimenté dans les affaires de fraude. Le procureur de la République pourrait choisir d'engager des poursuites pénales, et ce tribunal transmettra cette affaire au parquet pour examen. Des accusations criminelles pour avoir menti sur l'identité du père de ses enfants, pour avoir volé 15 ans de ma vie. Monsieur le juge, s'il vous plaît. La voix d'Éléonore était désespérée maintenant. Je ne peux pas aller en prison. Mes enfants ont besoin de moi. Vous auriez dû y penser avant de tromper l'homme qui les a élevés. Le marteau est tombé. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking du tribunal pendant 1 heure après que tout fut fini. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas allumé le moteur. Je suis juste resté là à assimiler. J'avais gagné, si l'on peut appeler ça comme ça. Éléonore n'aurait pas la maison. N'aurait pas ma retraite. N'aurait pas 800 000 € de pension alimentaire pour des enfants qui n'étaient pas les miens. Mais les enfants étaient toujours là-bas, pensant toujours que j'étais leur père, attendant toujours que quelqu'un leur explique pourquoi leur famille venait d'exploser. Mon téléphone a vibré, un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est Marius. Maman pleure et ne veut pas nous dire ce qui s'est passé. Est-ce que tu rentres? Rentrer? La maison dont j'avais été viré il y a 8 mois. La maison où 3 enfants qui n'étaient pas les miens attendaient des réponses. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, je serai là dans 1 heure. On doit parler. Le trajet jusqu'à la maison ressemblait à une conduite dans un rêve. Des rues que je connaissais par cœur. Des points de repère que j'avais passés 1000 fois. Tout cela semblait étrange et lointain. Maintenant, qu'allais-je leur dire? Comment explique-t-on à un enfant de 12 ans que l'on n'est pas son père?
Comment dit-on à une fille de 9 ans que son existence a été construite sur un mensonge? Comment regarde-t-on un petit garçon de 6 ans pour lui dire quoi que ce soit? Je n'avais pas de réponse. J'avais juste la vérité. Et la vérité allait faire mal à tout le monde. La voiture d'Éléonore était dans l'allée quand je suis arrivé. Je me suis garé dans la rue, j'ai pris une grande inspiration et j'ai marché jusqu'à la porte. Marius a ouvert avant que je ne puisse frapper. Il était grand pour 12 ans, déjà plus grand qu'Éléonore, avec des cheveux foncés et des traits que je reconnaissais maintenant comme appartenant à Victor Embrun. Le visage d'un étranger sur un garçon que j'avais élevé. Papa. Il avait l'air soulagé. Maman est dans sa chambre depuis 1 heure. Elle ne veut pas nous parler. Juliette a peur. Qu'est-ce qui se passe? Allons à l'intérieur, bonhomme. J'ai besoin de parler à vous tous. Le salon était le même que lorsque j'y vivais. Le même canapé, les mêmes photos de famille au mur. Des photos d'anniversaire, de vacances et de fêtes, preuve d'une famille qui n'avait jamais été ce qu'elle paraissait. Juliette était sur le canapé, serrant un oreiller. Hugo était à côté d'elle, ne comprenant pas ce qui se passait, mais captant l'attention. Papa. Hugo a couru vers moi, enroulant ses bras autour de mes jambes. Est-ce que tu reviens? Maman a dit que tu ne reviendrais pas. Je me suis agenouillé et je l'ai serré dans mes bras. Ce petit garçon qui ressemblait à mon frère, qui avait le menton de Denis et les yeux de Denis et rien de mon ADN. Je l'aimais quand même. C'était la terrible vérité. Je les aimais tous les 3 malgré tout. Nous devons faire une réunion de famille, ai-je dit. Pouvez-vous vous asseoir sur le canapé avec moi? Ils se sont arrangés autour de moi. Marius d'un côté, Juliette de l'autre, Hugo sur mes genoux comme nous l'avions fait 100 fois auparavant pour des soirées cinéma et des conversations sérieuses. C'est à propos du divorce? A demandé Juliette. Sa voix était petite. Est-ce que toi et maman vous divorcez toujours? Oui, ma chérie. Nous divorçons toujours, mais autre chose est arrivée aujourd'hui. Quelque chose d'important que je dois vous dire. Qu'est-ce que c'est? A demandé Marius. Il essayait d'être courageux, d'être le grand, mais je pouvais voir la peur en dessous. J'ai regardé leur visage. Ces enfants que j'avais élevés, ces gamins innocents dont le monde était sur le point d'éclater. Savez-vous ce qu'est l'ADN? C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, a dit Marius. On a appris ça en SVT. C'est comme un code à l'intérieur de notre corps. C'est exact. Et parfois les adultes font des tests pour vérifier l'ADN, pour voir comment les gens sont liés les uns aux autres. Les yeux de Juliette se sont écarquillés. Est-ce que tu as fait un test? Je l'ai fait, et j'ai découvert quelque chose qui m'a surpris. Quelque chose qui va être difficile à comprendre. Dis-nous juste, papa. La voix de Marius était stable maintenant. Quoi que ce soit, dis-nous juste. J'ai pris une inspiration. Le test ADN a montré que je ne suis pas votre père biologique. Aucun de vous. Votre maman a eu des relations avec d'autres hommes et ce sont eux vos pères biologiques. Silence. Puis, Hugo. Je ne comprends pas. Tu es notre papa. Je suis votre papa. Je vous ai élevé. Je vous aime. Rien ne changera cela. Mais biologiquement, nous ne sommes pas liés. Ça n'a pas de sens. Juliette pleurait maintenant. Tu es notre papa. Tu as toujours été notre papa. Et je le suis toujours. Être un père, ce n'est pas juste une question d'ADN. C'est être présent. Et j'ai été là pour vous tous, chaque jour de toute votre vie. Marius était silencieux, en train d'assimiler. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Donc, maman t'a trompé, a-t-il finalement dit. Plusieurs fois. Avec différents hommes. Oui. Et elle t'a laissé penser que nous étions tes enfants? Oui. Pendant 15 ans. Oui. Il s'est levé brusquement, a marché vers la fenêtre, et resté là le dos tourné vers nous, les épaules tendues. Marius, ai-je appelé doucement. Ça va. J'ai besoin d'une minute. Juliette a rampé sur mes genoux avec Hugo, tous les deux pleurant maintenant. Je les ai tenus serrés. Ces enfants qui n'étaient pas les miens par le sang, mais qui étaient les miens de toutes les autres manières. Est-ce que ça veut dire que tu ne nous aimes plus? A chuchoté Juliette.
Non, ma puce. Je vous aimerai toujours. Toujours. L'ADN ne change pas ça. Alors pourquoi tu nous l'as dit? Parce que vous méritez la vérité. Parce que ce sont les mensonges qui nous ont mis dans ce pétrin. Et je ne vous mentirai pas. Jamais. De l'étage, j'ai entendu une porte s'ouvrir. Des pas dans les escaliers. Éléonore est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle avait l'air terrible. Le mascara coulé, les yeux gonflés. La façade impeccable complètement disparue. C'était la vraie Éléonore. Celle qui se cachait sous la surface toutes ces années. François. Sa voix était rauque. Qu'est-ce que tu leur dis? La vérité. Quelque chose que tu n'as jamais réussi à faire. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils ont le droit de savoir qui sont leurs vrais pères. Ils ont le droit à la vérité. Tu vas les détruire. Non, Éléonore. Tu les as détruits il y a 15 ans quand tu as décidé de construire notre famille sur des mensonges. Marius s'est retourné de la fenêtre. Son visage était dur maintenant, plus vieux que ses 12 ans. Maman, est-ce que c'est vrai? Tout ça? La bouche d'Éléonore s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. C'est compliqué, Marius. Il y avait des circonstances que tu ne comprends pas. Est-ce que tu as trompé papa? Oui ou non? Oui ou non, maman? Ses épaules se sont affaissées. Oui. Avec combien d'hommes, Marius, s'il te plaît? Combien? 3. Au fil des années. Mais je n'ai jamais voulu que 3 hommes différents, 3 pères différents, et tu as laissé papa penser que nous étions ses enfants tout ce temps. Éléonore a recommencé à pleurer. Je l'aimais. Je vous aimais tous. J'avais juste peur. Peur de quoi? De dire la vérité? La voix de Marius s'est brisée. Tu sais combien papa s'est sacrifié pour nous? Il a fait des doubles gardes. Il a raté l'enterrement de son propre père pour être à mon match de foot. Il a tout donné pour cette famille. Je sais. Et ce n'était même pas sa famille. Marius. Je me suis levé, posant doucement Juliette et Hugo sur le canapé. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Elle t'a menti pendant 15 ans. Elle nous a menti à tous. Je sais, mais crier ne changera rien à tout ça. J'ai marché vers mon fils non biologique, le garçon que j'avais élevé depuis sa naissance. Je suis en colère aussi, ai-je dit calmement. J'ai tous les droits d'être en colère. Mais être en colère contre ta mère ne va aider personne pour le moment. Ce qui est fait est fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est trouver comment avancer. Comment peux-tu être si calme à propos de ça? Je ne suis pas calme. Je suis dévasté. Mais j'ai appris quelque chose il y a longtemps. La colère est comme le feu. Elle brûle fort et vite, mais elle brûle surtout la personne qui la tient. Marius m'a fixé. Puis soudainement, il me serrait dans ses bras. Ce grand garçon, presque adolescent, s'accrochait à moi comme s'il avait à nouveau 6 ans. Je m'en fous de l'ADN, a-t-il dit dans mon épaule. Tu es mon papa. Tu as toujours été mon papa. Et je le serai toujours, quoi qu'il arrive. Nous sommes restés là un long moment. Puis Juliette et Hugo ont rejoint le câlin, de petits bras s'enroulant autour de nous. Et Éléonore se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant, pleurant, voyant la famille qu'elle avait brisée choisir de rester ensemble, sans elle. Le divorce a été finalisé 2 mois plus tard. Les termes n'avaient rien à voir avec ce qu'Éléonore avait initialement exigé. Pas de maison, que je ne voulais de toute façon pas, trop de souvenirs. Retraite partagée de manière juste et légale, pas de pension alimentaire, évidemment, et garde partagée. C'était la partie qui a surpris tout le monde, y compris moi. J'aurais pu partir. Les enfants n'étaient pas les miens. Je n'avais aucune obligation légale, aucun lien biologique. N'importe quel avocat dans le pays m'aurait dit que j'étais fou de rester impliqué. Mais ces enfants n'avaient rien choisi de tout cela. Ils n'avaient pas demandé à naître de liaison. Ils n'avaient pas demandé une mère qui mentait et un père qui n'était pas vraiment leur père. Ils voulaient juste être aimés. Alors je suis resté. Un week-end sur 2, vacances alternées, 2 semaines chaque été. Le même arrangement de garde que j'aurais eu s'ils étaient les miens.
Parce qu'ils sont les miens de toutes les manières qui comptent. Éléonore a été inculpée pour escroquerie au jugement et fausse reconnaissance. C'est un délit en France. Elle a accepté une peine négociée, du sursis, des travaux d'intérêt général, une thérapie obligatoire. Elle a perdu son travail quand l'histoire s'est ébruitée. A perdu la plupart de ses amis aussi. Les femmes de son cercle social ne voulaient pas être associées à quelqu'un qui avait fait ce qu'elle avait fait. Une partie de moi se sentait satisfaite par ça. La partie mesquine et vindicative qui voulait qu'elle souffre comme j'avais souffert. Mais surtout, je me sentais fatigué. Fatigué de la colère. Fatigué de la trahison. Fatigué de tout ce gâchis. J'ai déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Un 3 pièces pour que les enfants puissent avoir leur espace quand ils viennent. Rien de luxueux, mais propre, sûr et à moi. La première nuit où ils sont restés, Marius m'a aidé à monter les lits superposés pour Juliette et Hugo. Nous avons travaillé en silence pendant un moment, suivant les instructions suédoises incompréhensibles, faisant des erreurs et les corrigeant. Papa, a-t-il dit finalement. Ouais. J'ai cherché Victor Embrun, mon père biologique. J'ai arrêté de serrer un boulon. Il est coach sportif à Nice. Il a sa propre salle de sport. Il est marié avec 2 enfants. Ses propres enfants. Ouais. Marius est resté silencieux un instant. Est-ce qu'il sait pour moi? Je ne sais pas. Ta mère lui a peut-être dit. Ou peut-être pas. Tu penses que je devrais le contacter? J'ai posé la clé et regardé mon fils. C'est à toi de voir, Marius. C'est ton père biologique. Tu as le droit de le connaître si tu le veux, mais c'est aussi un étranger qui a couché avec ta mère alors qu'elle était mariée avec moi. C'est compliqué. Tout est compliqué maintenant. Ouais, c'est vrai. Tu penses qu'il voudrait me connaître? J'ai pensé à Victor Embrun, un homme qui avait eu une liaison avec une femme mariée et qui soit ne savait pas, soit ne se souciait pas d'avoir engendré un enfant. Je pense, ai-je dit prudemment, que certains hommes sont des pères et d'autres sont juste de la biologie. Je ne peux pas te dire lequel est Victor Embrun, mais je peux te dire que je serai là quoi qu'il arrive. Si tu le contactes et que ça se passe bien, tant mieux. Si ça ne marche pas, je suis toujours ton papa. Marius a hoché la tête lentement. Je ne pense pas être prêt encore. Peut-être un jour, mais pas encore. C'est bon. Il n'y a pas de date limite pour ce genre de choses. Nous sommes retournés au montage des lits superposés. Les instructions étaient toujours incompréhensibles. Nous avons fait d'autres erreurs, mais nous avons fini par y arriver, ensemble. 2 ans ont passé depuis ce jour au tribunal. J'ai 49 ans maintenant, je travaille toujours au centre de distribution, bien que j'ai eu une promotion l'année dernière. Je vis toujours dans mon 3 pièces, bien que j'en ai fait un vrai foyer. Les enfants vont bien. Pas génial, pas terrible. Bien. Marius a 14 ans, il traverse la puberté et le lycée comme n'importe quel autre adolescent. Il a décidé de ne pas contacter Victor Embrun. Il a dit qu'il le ferait peut-être un jour, mais pas maintenant. Je lui ai dit que je soutiendrais quoi qu'il choisisse. Juliette a 11 ans, elle rentre au collège cet automne. C'est elle qui a eu le plus de mal avec tout ça. Elle a traversé une phase où elle se blâmait, pensait quelle était la raison pour laquelle le mariage s'était effondré. La thérapie a aidé. Le temps a aidé encore plus. Hugo a 8 ans, assez jeune pour que le divorce ne l'ait pas brisé comme cela aurait pu s'il avait été plus âgé. Il m'appelle toujours papa sans hésitation. Court toujours vers moi quand il a mal ou peur. Denis, mon frère, a déménagé dans une autre région après que tout a éclaté. Il ne pouvait pas me faire face. Ne pouvait pas faire face à la famille. J'ai entendu dire qu'il est à Nantes maintenant, travaillant dans une boîte de tech. Je ne lui ai pas parlé depuis que j'ai découvert pour Hugo. Je ne prévois pas de le faire. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Éléonore s'est remariée le printemps dernier. Un type qu'elle a rencontré lors de ses séances de thérapie ordonnées par le tribunal, ironiquement, un ancien toxicomane en rétablissement avec sa propre histoire de mauvaises décisions. Je ne sais pas s'ils sont heureux. Je m'en fiche un peu. Ce qui m'importe, ce sont les enfants. M'assurer qu'ils savent qu'ils sont aimés. M'assurer qu'ils grandissent en comprenant que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question d'être là. Le mois dernier, pour la fête des pères,
Marius m'a donné une carte qu'il avait faite lui-même. Écrite à la main, pas achetée en magasin. Sur le devant, il y avait un dessin de notre famille. Des bonhommes allumettes avec des étiquettes. Papa, Marius, Juliette, Hugo. À l'intérieur, il avait écrit « Merci d'avoir choisi d'être notre papa quand tu n'étais pas obligé de l'être. Merci d'être resté quand tu avais toutes les raisons de partir. Merci de nous aimer même quand la vérité a éclaté. Tu n'es pas notre père par le sang. Mais tu es notre père par tout ce qui compte vraiment. On t'aime. Bonne fête des pères. » J'ai pleuré pendant 20 minutes après avoir lu ça. Pas des larmes tristes, pas des larmes de colère, juste le genre de larmes qui viennent quand on réalise que toute la douleur en valait la peine. Que ce que tu as perdu n'était rien comparé à ce que tu as gardé. Éléonore a essayé de tout me prendre. La maison, l'argent, ma dignité, mon identité de père. Au final, elle n'a rien pris de ce qui comptait parce que ce qui comptait était assis de l'autre côté de la table du petit déjeuner en ce moment même, se disputant pour savoir qui aurait la dernière gaufre. Ce qui comptait, c'était de franchir la porte après le travail et d'entendre les enfants crier « Papa est rentré ». Ce qui comptait, c'était d'être choisi. Pas par la biologie, pas par la loi, mais par l'amour. Si vous regardez ceci et que vous traversez quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez quelque chose. Premièrement, la vérité compte. Même quand elle fait mal, même quand elle détruit ce que vous pensiez avoir. Vivre dans le mensonge est pire que d'affronter la douleur de la réalité. Deuxièmement, être père ou mère n'est pas une question d'ADN. C'est une question de présence. C'est une question de sacrifice. C'est choisir d'aimer quelqu'un même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Troisièmement, vous survivrez à cela. Quoi que ce soit, le pire jour de votre vie n'est qu'un jour. Le soleil se lèvera demain et le jour d'après, et finalement la douleur s'estompe assez pour que vous puissiez respirer à nouveau. Éléonore m'a traité d'idiot pour ne pas m'être battu contre le divorce. Mais je me battais, juste pas de la façon dont elle s'y attendait. Je me battais pour la vérité, pour la justice, pour mon propre respect. Et je me battais pour 3 enfants qui avaient besoin d'au moins un parent qui ne leur mentirait pas. J'ai gagné ce combat, pas au tribunal, bien que cela ait aidé. Je l'ai gagné dans les années qui ont suivi. Dans le travail lent et douloureux de reconstruction de la confiance, dans les moments calmes avec des enfants qui ont choisi de m'aimer en retour. C'est ça la vraie victoire. Pas l'argent que je n'ai pas eu à payer, pas la maison que je n'ai pas perdue, pas même la satisfaction de voir la machination d'Éléonore s'effondrer. La vraie victoire, c'est la carte de Marius sur mon frigo. Le câlin de Juliette quand elle passe la porte. La voix d'Hugo criant un papa, à travers le terrain de foot. La vraie victoire, c'est cette famille. Brisée et reconstruite. Imparfaite, mais réelle. La mienne. Je dois conclure. Il est presque l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Mais avant de partir, je veux dire une dernière chose. À tous ceux à qui l'on a menti, dont la confiance a été trahie, qui ont découvert que la vie qu'ils croyaient vivre était construite sur la tromperie de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas un idiot d'avoir cru. Vous n'êtes pas stupide d'avoir fait confiance. Vous êtes juste humain. Et les humains sont censés faire confiance aux gens qu'ils aiment. La personne qui a menti est celle qui devrait avoir honte, pas vous. Et c'est vous qui décidez de la suite. Vous pouvez choisir si la trahison vous définit ou si vous vous définissez vous-même. J'ai choisi d'être père. Pas parce que je le devais, parce que je le voulais. Ce choix m'a sauvé. Peut-être qu'un choix vous attend aussi.